C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la présidentielle en République démocratique du Congo. À 9 jours du scrutin, des électeurs doivent se précipiter dans des centres pour retirer une nouvelle carte d'électeur. De mauvaise qualité, la première carte distribuée était devenue illisible. Reportage de nos équipes à Kinshasa. Pas de levée des sanctions sur le Niger. La CEDEAO a annoncé dimanche leur maintien. Les commerçants directement concernés sont très impactés. La correspondance régionale dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous emmènera dans le Sahel où des chercheurs africains travaillent à évaluer le bilan carbone de l'élevage dans la région en tenant compte des spécificités locales. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, à 9 jours du scrutin, 2 courses sont lancées, celle des candidats qui cherchent à convaincre les électeurs et celle des citoyens qui cherchent à obtenir de nouveau leur carte d'électeur. Distribuée il y a déjà plusieurs semaines, un grand nombre d'entre elles sont devenues totalement illisibles car de mauvaise qualité. Des centres de distribution de duplicata sont donc ouverts partout dans le pays pour que les électeurs puissent venir retirer de nouvelles cartes. Cet épisode est un nouveau couac dans le processus électoral. Reportage à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les files d'attente sont longues. Il faut clairement jouer des coudes pour entrer dans cette antenne de la commission électorale. Ici, tous viennent pour faire une demande de duplicata de carte d'électeur. À cause d'une mauvaise qualité d'impression, photos et noms de famille ont disparu sur la carte originale. Un problème sérieux car dans le pays, les cartes d'électeurs font office de papier d'identité. Je suis venu récupérer mon duplicata pour que ça soit plus pratique, pour que les détails se voient très bien. Face à la demande, un système de liste d'attente a été mis en place. Sinon, nous risquons d'être débordés. Les demandes par jour, c'est à peu près 800, 900. Chaque demandeur doit venir en personne faire sa requête de duplicata en remplissant un simple formulaire. C'est la province-ville de Kinshasa. La carte d'électeur illisible est ensuite agrafée à ce formulaire de demande. Direction la salle informatique où la nouvelle carte est imprimée sur place en quelques secondes. La CENI affirme qu'il est impossible d'imprimer plusieurs fois la même carte, car chaque citoyen possède un numéro d'identification enregistré dans la base de données de la commission. Tantôt, il y a plusieurs requérants qui sortent. Maintenant, on regarde encore sur la fiche la date de naissance qui va séparer, qui va nous dire réellement que les propriétaires de la fiche, c'est elle. Près de 44 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. À moins de 2 semaines des élections, la commission électorale se veut rassurante. Tout le monde aura une carte lisible le jour du scrutin. Le président de la CENI, Denis Kadimala, dit qu'en multipliant les points de délivrance des duplicata, c'est pour permettre à chaque Congolaise et à chaque Congolais, électrice ou électeur, d'exercer son droit de vote le 20 décembre. Pour l'opposition, cette étape d'impression de duplicata augure une fraude électorale. Depuis le début du processus, elle dénonce le manque de transparence de la CENI. La CEDEAO ne baisse pas la pression sur le Niger. L'organisation ouest-africaine réunie en sommet à Abuja a annoncé dimanche maintenir ses sanctions sur le pays, même si elle conditionne leur allègement à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Quelles sont les réactions des commerçants directement impactés par ces sanctions? Élément de réponse avec notre correspondant régional, Harold Girard. Le blocus économique de la CEDEAO contre l'État du Niger va donc continuer. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de solutions pour cet État enclavé qui n'arrive plus à importer en quantité suffisante les produits dont il dépend, principalement les médicaments, les denrées alimentaires, mais aussi les véhicules. Depuis le début de la crise, tous les commerçants à qui nous nous sommes adressés nous ont décrit une baisse de leurs revenus entre 50 et 70%. Aujourd'hui, pas de surprise au Niger après l'annonce du maintien des sanctions économiques, mais tout de même un ressentiment grandissant. Depuis que la CEDEAO a sanctionné le Niger, je n'ai plus beaucoup de clients. Les gens sont concentrés à acheter des biens alimentaires. Ils ne peuvent rien acheter d'autre. Aujourd'hui, si tu prends l'exemple, si tu as fait commande, par exemple, quelque part vers Lomé et autres, ça va prendre du temps avant que ça vienne. Donc vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Mais peu importe,
on va tenir, Inch'Allah. Parce que nous, c'est le Niger qu'on aime. On aime notre pays. Dans une interview publiée hier par Télé Sahel, la première chaîne publique d'information nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, qui dirige le pays, a fustigé les sanctions de la CEDEAO. Selon lui, c'est l'Alliance des États du Sahel, nouvel organe commun avec le Burkina Faso et le Mali, qui est la solution pour redresser son économie, et notamment via l'exportation et le raffinage de pétrole. Et puis en bref, au Mali, la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, a officiellement clos ce lundi 10 ans de déploiement dans le pays, conformément à la demande de la junte au pouvoir. Au Tchad, c'est un référendum constitutionnel qui s'organise. Nous sommes à une semaine du vote. Les partisans du oui, défendus par le gouvernement, battent campagne, alors que ceux qui sont contre le texte tentent de se faire entendre. De son côté, l'opposant Succès Masra poursuit une tournée où il est déjà question des échéances suivantes. La correspondance à N'Djamena de Mamadou Djimtebaï. Alors que la campagne du référendum pour une nouvelle constitution entre dans sa dernière ligne droite, à une semaine du vote historique, les débats s'intensifient entre le camp du oui et du non, sans oublier un troisième camp qui lui appelle au boycott. L'enjeu principal est le retour à l'ordre conditionnel après la mort de l'ex-président, le maréchal Idriss Déby, qui a donné lieu à une transition politique qui dure depuis 2 ans. Parmi les interrogations, cette constitution va-t-elle conduire à une stabilisation politique ou plutôt intensifier les divisions au sein de la société tchadienne? Élément de réponse avec Abba Likaya, journaliste et analyste politique. Ceux qui aujourd'hui prennent le oui ont pour objectif de consolider l'État unitaire, fortement décentralisé comme il est stipulé dans la Constitution. Et ils sont guidés en cela par le souci de renforcer la paix et consolider la cohésion sociale. Et également, ils ont le souci, à travers ce projet, de jeter éventuellement les jalons d'un développement du Tchad. Ceux qui sont contre cette constitution, qui appelle au boycott, ils estiment que le processus est biaisé depuis le départ et donc ils appellent à un boycott. A noter que Succès Masra, le président du parti Les Transformateurs, qui jusqu'à là n'avait pas pris position, a appelé implicitement ses militants à voter pour le oui. Reste à savoir s'il sera suivi dimanche, jour de vote pour les 8 millions d'électeurs tchadiens. Nouvelle journée sans presse en Guinée. La mesure avait été adoptée unanimement ce week-end pour dénoncer des atteintes à la liberté de la presse par la junte au pouvoir. Plusieurs médias privés du pays ont été retirés du bouquet Canal+ sous la demande de la haute autorité de la communication qui évoque des raisons de sécurité nationale. Écoutez. Ce lundi reste une journée sans presse. Les patrons ont décidé de faire machine arrière pendant qu'on était en pleine course. Et nous, du syndicat, on a dit alors, puisque ce sont vos médias, si vous dites que vous n'allez pas fermer, nous disons aux travailleurs de rester à la maison. C'est pourquoi aujourd'hui, vous l'avez constaté, l'écrasante majorité des émissions, des débats et autres là n'ont pas été diffusées. Notre exigence, c'est de libérer les réseaux sociaux, c'est d'arrêter de brouiller les zones des médias et puis de retourner dans le bouquet Canal+, les médias qui ont retiré de ce bouquet. Dans le Sahel, le bétail est considéré comme très pollueur parce que les vaches produisent beaucoup moins de viande et de lait, mais émettent autant de méthane que dans le reste du monde. Dans le cadre d'un projet international mené dans le Sahel, des chercheurs africains travaillent à améliorer l'évaluation du bilan carbone de l'élevage dans la région en tenant compte des spécificités locales. Reportage de Sarah Sako, Aminatou Diallo. 9h, l'heure du contrôle quotidien au centre de recherche zootechnique de Dara. Ces chercheurs récupèrent dans les tables les restes de paille de sorgho, une céréale locale. Alors ici, on est à l'étape de collecte des refus après 24 heures d'alimentation. Pendant 15 jours, l'équipe expérimente sur ces bovins de race Gobra, très répandus dans le Sahel, différentes quantités d'un même fourrage. L'objectif, trouver la ration optimale, celle qui nourrit l'animal, en limitant la production de gaz issus de la fermentation des aliments. Au niveau des gestions, puisqu'il est augmenté chez l'animal, plus l'animal émet moins de méthane. Il y a un rapport avec également la question sur l'émission des gaz à effet de serre chez l'animal.
L'élevage pastoral sahélien est considéré à l'échelle mondiale comme très pollueur. Les vaches émettent autant de méthane qu'en Occident, mais pour une production de lait et de viande moindre. Les chercheurs essayent de revoir ce système de mesure en prenant en compte l'impact environnemental global de cet élevage. Par exemple, les vaches qui parcourent des kilomètres participent avec leur déjection à disséminer les semences. En broutant, elles stimulent la croissance des végétaux. Donc là, on a des colliers de croissance qu'on appelle dendromètres et qui sont utilisés ici pour mesurer la croissance du système racinaire pour pouvoir évaluer la séquestration de carbone au niveau de l'arbre. Initié en 2020 au Sénégal, le projet est aussi mené au Burkina Faso et au Niger et ambitionne de s'étendre au reste du Sahel avec un objectif commun. De pouvoir aider les éleveurs à avoir des pratiques alimentaires beaucoup moins coûteuses, mais aussi de leur apprendre comment il faut gérer leur environnement pour qu'il leur soit utile, qu'il leur soit en tout cas productif de façon durable. Selon une estimation datant de 2020 de la Banque mondiale, 20 millions de personnes vivent de l'élevage dans le Sahel. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Doussi, merci à Aurélie Couman, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.